D'adolescents juifs bagarreurs. Enfin, on peut mettre toute une série d'épithètes. D'ailleurs, je vais vous laisser le faire à ma place. Pas trop bagarreur, anxieux, c'est-à-dire que... Vous parlez beaucoup de bagarre, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est le goût du sport. C'est le goût du sport. Vous savez, à la suite de l'attentat de la rue Copernic, les Juifs de France ont eu le droit de faire du gardiennage en bas des synagogues. Donc on était les seuls croyants à être protégés d'un côté par la police et de l'autre côté par notre jeunesse. Moi, j'y ai vu l'occasion d'éviter la prière. Je trouvais la prière très ennuyeuse quand j'étais petit. Maintenant, ça se met à me plaire, ça doit être signe que je vieillis. Et donc, on nous faisait des entraînements d'arts martiaux. Par ailleurs, tous les petits Niçois faisaient du karaté, du kung-fu, du machin. Et je dois dire que me trouvant sur un lit d'hôpital, j'ai eu envie de sport. Et une des choses qui m'a sorti de cette léthargie, c'est grâce à France Culture, ce sont les podcasts de Kessel. Par exemple. Cette malédiction que j'ai eue, j'ai été au même lycée que Joseph Kessel et Romain Gary. Si vous entendez des interviews de Romain Gary, il vous aura pas échappé qu'il imite Kessel quand il parle. Je veux bien qu'ils aient tous les deux des ascendances juives et russes, mais il y a tout de même une manière de calquer sa diction sur l'écrivain qui nous soigne de l'éditorialiste. C'est-à-dire que la maladie française, c'est qu'on a des opinions avant de s'être déplacé. On voit bien que les opinions de Kessel, il les a eues avec ses chaussures et avec ses poings. C'est-à-dire, il est allé... C'était quoi la vie de Kessel ? La vie de Kessel, c'est la Russie, c'est Nice, c'est refaire la guerre à partir de 1917, repartir en Russie, et c'est être un des premiers à voyager au Proche-Orient, être un des premiers à parler d'esclavage, je crois, à Aden, être un des premiers à aller en Afghanistan faire du grand reportage, et ce livre fondateur pour tous les enfants français, Le Lion, qui est presque le parent féminin du Petit Prince, puisque c'est écrit avec la même gravité, qui est un livre d'enfance, mais peut-être pas écrit pour les enfants, avec lequel on a grandi. On apprend les mauvaises nouvelles très tôt avec Kessel, et on apprend la rage aussi. Moi, c'est quelqu'un, dont la voix, là, m'a tiré du lit d'hôpital et m'a donné envie... de bagarre et d'une banalité sans nom. Et donc, je construis sur ça. C'est un personnage qui n'a pas fini de me fasciner. Réinvestir ça, c'est aussi accepter de raconter Nice et mon terroir niçois. Depuis 20 ans, je mens à tout le monde avec le chat du rabbin. J'ai jamais mis un pied en Algérie. Je connais pas le Maghreb. J'invente sur les souvenirs de ma grand-mère. Pourquoi vous n'avez jamais mis un pied en Algérie ? Parce que je crois que l'Algérie a pas très envie de se réconcilier avec son histoire juive. Je crois que l'Algérie demande beaucoup de choses pour elle-même, mais ne le fait pas en retour. Je veux pas revenir sur le fait qu'il existe un festival de bande dessinée à Alger, qu'on y a invité la terre entière et moi jamais. Je peux vous dire que je suis pas prêt d'y aller. Et Dieu sait que j'adore l'Algérie. J'ai énormément de lecteurs là-bas, on s'entend très bien, mais j'ai un vrai problème avec la manière dont les autorités algériennes fantasment l'histoire de l'Algérie. Donc voilà. Mais bon, par contre, Nice, c'est mon terroir. Et le plaisir de faire une bande dessinée où je connais chaque rue, où je connais chaque endroit, où je peux placer les gens, les choses. Il y a une topologie niçoise dans laquelle je me suis vautré avec délectation dans cet album. C'est ça, il y a une volonté d'exploration d'une terre qui est déjà du roman historique, puisque le Nice des années 1980, avec ces jeunes gens qui faisaient des arts martiaux et pas encore des jeux vidéo, c'est historique. J'imagine. Oui, il y a deux choses que j'aime pas. J'aime pas quand on regarde l'adolescent qu'on était et qu'on dit petit con. Il faut rendre justice à ce jeune homme qui est plus là, qui est absolument pas moi et qui était totalement dans ce qu'il vivait. Et j'aime pas non plus quand on devient le parent de son père. Quand on regarde de haut ses parents, quand on fait mine d'avoir compris. Moi, j'ai besoin d'imbécilité quand je raconte. J'ai besoin d'être autant imbécile que je l'étais à cet âge-là, d'être dupe de ce que racontait mon père, parce que sinon, le lecteur va tout regarder depuis un hélicoptère et ça m'intéresse un petit peu moins. J'essaie de raconter une permanence des violences anti-juives et j'essaye de faire comprendre à ma lectrice ou mon lecteur ce que c'est que de vivre en prière sous protection policière depuis quasiment toujours. Donc mon père était aux premières lignes de ces combats puisqu'il a été un des premiers avocats à faire mettre en prison des néo-nazis dans les années 70-80. Ce qui lui a valu des menaces, là aussi, c'était avant-gardiste d'être protégé dès cette époque par la police. Voilà, on a eu ça. Enfin, il a eu tellement de droits communs parmi ses clients qu'il était vraiment pas impressionnable. Mais il y a eu 2 ans où on était protégé parce qu'il avait participé à la dissolution d'un groupe néo-nazi. Et évidemment, ça m'a marqué parce que c'était les coups de fil la nuit, c'était les cercueils par la poste, c'était ces choses-là. Et ça a été ma classe de CM2 saccagée. Et à force de pas vouloir me montrer la classe, évidemment, j'ai tout su. Et ça a été une autre fois quand mon père a démissionné du conseil municipal de Jacques Médecin et que, à mon avis à tort, on l'a rendu responsable de la chute de Jacques Médecin. Alors, je suis très reconnaissant aux néo-nazis de mon enfance qui avaient l'air de néo-nazis. C'était très agréable, ils avaient des croix gammées, on savait qui c'était. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la haine des juifs est devenue
un ciment consensuel du militantisme politique, d'où qu'ils viennent, et on la voit souvent même pas décodée par les locuteurs. Moi, j'étais très frappé lors des dernières élections de voir Le Pen, c'est une évidence, Mélenchon, ça ne me surprend pas non plus, mais également Macron, utiliser des rhétoriques maurassiennes sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que tout le spectre politique français va se nourrir chez Maurras, dans sa germanophobie, dans sa haine larvée de complots imaginaires. Et c'est même plus décodé, c'est-à-dire les jeunes générations ne savent même pas qui régurgite un sabir d'extrême droite des années 30. Non, il y a une génération, celle de mon père, puis après la mienne, qui est malade de ne pas avoir pu combattre Hitler. Donc on voit bien des juifs poings serrés qui savent pas à qui donner des coups. Et l'ennemi n'existe pas. Enfin, il y avait plein de skinheads à Nice. Dès qu'on prenait un café avec eux, ils étaient très sympathiques. Donc il n'y avait pas moyen de mettre la tête de Hitler sur ces gars-là. L'ennemi, c'est le moment où toute une population, par malaise ou par bêtise, se met à mettre un bulletin dans l'urne qui risque d'amener, comme en Italie, des fascistes au pouvoir. Et le sujet du livre, c'est ça. C'est l'envie de combattre contre un ennemi qui viendra jamais, qui est immatériel. Et j'espère que le livre montre que le combat physique va servir à rien. Je m'empresse de dire que la voie légale ne marchera pas non plus. Le livre se termine par une tentative de procédure contre des négationnistes qui distribuaient des tracts dans les lycées, et cette procédure n'a pas abouti, avec la direction de la fac de Nice qui me dit « Monsieur Sfar, on ne comprend pas ce que vous attendez de nous ». Je leur réponds « Moi non plus », et depuis j'ai cette certitude d'être inutile. J'ai passé l'âge de me demander si ce que j'écris ou ce que je raconte va plaire ou va déplaire. C'est ça, là aussi, quand le désir de séduire par vos livres vous quitte, vous êtes enfin libre d'écrire ce que vous voulez. Donc j'ai jamais cherché la bagarre en écriture. Je sais que ça sert à rien, mais l'envie de me taire, ça m'a passé, oui.